siècle après la Révolution française, le monde vient de vivre une année charnière dont les maîtres mots furent incontestablement liberté et démocratie. Alors pour se souvenir, sans doute pour mieux comprendre, avec un petit peu plus de recul, voici quelques événements survenus au cours de ces 12 derniers mois. Certains frôlent l'anecdote, d'autres marquent carrément un tournant dans l'histoire du siècle. Arrêt sur image, ce soir, les images d'une histoire qui, elle, ne s'arrête pas. La liberté. 1989, l'année où la démocratie, tel un incontrôlable raz-de-marée, aura tout bouleversé. 89, l'année où l'Europe de l'Est a explosé sous la pression des peuples. De Berlin à Bucarest, de Sofia à Varsovie, de Prague à Budapest, dans la joie, dans la violence, dans le bonheur des familles allemandes réunies ou dans l'horreur de la dictature roumaine à l'agonie, 98 millions d'hommes et de femmes ont retrouvé en 1989 leur dignité, leur liberté, leur droit de penser, de choisir et d'agir. 89, le mur est tombé et le monde a changé. Pourtant, l'année débute plutôt calmement. En janvier, les citoyens soviétiques découvrent, sous l'œil amusé des caméras de télévision occidentales, les joies de la campagne électorale. On discute, on débat. Pour la première fois, les candidats officiels ne sont plus les seuls à briguer un mandat au Congrès. En Pologne aussi, on discute. Le 6 février restera une date historique. Ce jour-là, souvenez-vous, à Varsovie s'ouvre la fameuse table ronde entre le régime du général Jaruzelski et le syndicat de Lech Walesa Solidarité. Lorsque le dernier soldat soviétique quitte l'Afghanistan, le 15 février, l'Europe de l'Est est donc calme. À Varsovie, on négocie et à Moscou, on chasse les lecteurs. Seul signe réellement annonciateur de la tourmente à venir, la Hongrie. Le 10 février, le comité central du Parti communiste adopte le principe de transition vers le multipartisme. De la parole aux actes, les Hongrois sont les premiers à faire le pas. Ailleurs, en Allemagne de l'Est, en Roumanie, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, subsiste la réalité tristement habituelle. Le 21 février à Prague, Václav Havel, symbole de l'opposition tchèque, est condamné à 9 mois de prison pour avoir participé à une manifestation. Ici, les purs et durs font toujours la loi. Au début du mois d'avril, les soviétiques votent. Sans surprise, les candidats officiels sont laminés au profit des réformateurs. Incontestablement, c'est une victoire supplémentaire pour Gorbatchev. En Pologne aussi, les choses avancent. Le 5 avril, les accords de la table ronde sont signés. Ils prévoient la relégalisation de Solidarité, la création d'un Sénat et l'organisation en juin d'élections législatives semi-libres. Semi-libres seulement. 65% des sièges étant d'office réservés au Parti communiste et à ses alliés. Mais malgré les précautions du pouvoir, Solidarité va remporter un succès considérable. De fait, le pluralisme politique va devenir une réalité en Pologne. Mais comme en Union soviétique ou en Hongrie, il va mettre d'autant plus en lumière les difficultés économiques. Usines obsolètes, industrie non rentable, niveau de vie très inférieur à celui de l'Ouest, les réformes économiques sont indispensables. Mais elles seront beaucoup plus longues à mettre en place que les réformes politiques. Et surtout, elles ne pourront voir le jour sans la collaboration de l'Ouest. Gorbatchev, en visite à Paris début juillet, explique « Il faut collaborer. Nous sommes en train de changer de régime, vous devez changer d'attitude. » Alors, l'Occident lentement se réveille. George Bush visite la Pologne, puis la Hongrie. Il annonce une aide américaine qui en fait sera très insuffisante. La communauté européenne, l'Allemagne, la France, tout le monde prend conscience que l'avenir de l'Est dépend aussi de l'Ouest. D'autant que les réformes de Mikhaïl Gorbatchev entrent dans une zone de grande turbulence. Premier bras de fer en Pologne.
Le 25 juillet, Wałęsa refuse de participer à un gouvernement dirigé par le PUK, le Parti communiste polonais. Et coup de génie, il réussit à construire une coalition majoritaire avec le Parti paysan et le Parti démocrate, deux petits partis satellites du Parti communiste. Du coup, pour la première fois à l'Est, les communistes se retrouvent minoritaires au Parlement. Jaruzelski est forcé de plier. Le 19 août, il nomme au poste de Premier ministre un homme de solidarité, Tadeusz Mazowiecki. En Pologne, le pouvoir a basculé. À partir de là, les événements vont se précipiter. Durant le mois d'août, les Allemands de l'Est, qui ont librement accès à la Hongrie, sont de plus en plus nombreux à espérer une ouverture de la frontière austro-hongroise pour passer à l'ouest. 500 d'entre eux franchissent la frontière clandestinement, les autres, plusieurs milliers de personnes, s'entassent dans des camps de toile dressés en catastrophe autour de Budapest. Rapidement, pour les autorités hongroises, la situation devient intenable. Et finalement, le 10 septembre, les Hongrois prennent la décision, ils ouvrent la frontière. En quelques jours, 20 000 réfugiés passent à l'ouest. C'est l'exode et le début d'une tornade de liberté qui va ravager l'ensemble de l'Europe de l'Est. Alors qu'à Moscou, Gorbatchev remanie le parti et évince la plupart des conservateurs, le régime est-allemand d'Erich Honecker est ébranlé par cet exode. Pour la première fois, le lundi 25 septembre, 8000 personnes descendent dans les rues de Leipzig pour réclamer des réformes. Le pouvoir essaie de réagir, mais il est déjà trop tard. L'hémorragie est devenue incontrôlable. Par centaines, par milliers, les Allemands de l'Est s'enfuient en se réfugiant dans les ambassades ouest-allemandes à Prague ou à Varsovie. Abandonné par Moscou, pressé par l'opinion internationale, Honecker, lui aussi, doit plier. Le 3 octobre, il accepte que les réfugiés des ambassades puissent gagner la RFA en traversant la RDA à bord des trains de la liberté. Lorsque, le 6 octobre, Mikhaïl Gorbatchev rencontre à Berlin-Est Erich Honecker pour le 40e anniversaire de la RDA, il sait que le régime est condamné. La tornade se transforme en cyclone. Le 7 octobre, le Parti communiste hongrois se saborde et devient le nouveau Parti socialiste. Encouragés par Gorbatchev et par les événements qui bouleversent le bloc de l'Est, de nouveau les Allemands descendent dans la rue, mais cette fois en masse. Lundi 9 octobre, 70 000 manifestants à Leipzig. Le lundi suivant, ils seront 150 000. La police n'intervient pas, c'est fini, le pouvoir est dans la rue. Le 18 octobre, Erich Honecker, numéro 1, est-allemand depuis 1971, doit passer la main. Son successeur est l'ex-numéro 2, Egon Krenz. Mais Krenz, qui a fait toute sa carrière dans l'ombre d'Honecker, n'est pas crédible aux yeux du peuple. Malgré ses promesses, l'exode se poursuit, les manifestations aussi. Acculé, le gouvernement démissionne le 7 novembre. Il est suivi le lendemain par le bureau politique du comité central du CED, le Parti communiste. L'Allemagne de l'Est, un des régimes les plus durs, vient à son tour de basculer. Le monde ne le comprendra que le 9 novembre, lorsque Egon Krenz ordonne l'irréparable, l'ouverture du mur de Berlin. En RDA, la liberté timidement revient, le temps de l'exode est terminé. Un mois plus tard, celui du communisme en Allemagne le sera également terminé. Le 3 décembre, Egon Krenz se démissionne, le rôle dirigeant du parti est aboli, des élections libres sont prévues pour le mois de mai. Que reste-t-il alors de l'empire stalinien? Les derniers bastions, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Roumanie. Mais sans l'ombre protectrice du mur soviétique, ils sont condamnés. En quelques semaines, le tourbillon de liberté fond sur ces régimes dont la seule légitimité repose sur la force. Ces régimes que l'on croyait inébranlables, indestructibles, et qui, les uns après les autres, vont se fissurer, vaciller et s'effondrer.
10 novembre, la Bulgarie s'enflamme. Le vieux leader Todor Zhivkov, au pouvoir depuis 1954, doit partir. Il est remplacé par Petar Mladenov, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui aussitôt engage le pays sur la voie de la perestroïka. Une semaine plus tard, le 17 novembre, c'est le gouvernement de Prague qui commet l'erreur fatale. Il envoie la police réprimer une manifestation d'étudiants à Prague. Trop, c'est trop. Les Tchèques, à leur tour, descendent dans la rue, chaque jour plus nombreux et plus déterminés. Le 24 novembre, Dubček, l'homme du printemps de Prague, est ovationné par la foule. Le même jour, le bureau politique du PC démissionne. 4 jours plus tard, c'est fini. Le 28 novembre, les députés votent l'abolition du rôle dirigeant du parti et la constitution d'un gouvernement de coalition. Le règne du communisme en Tchécoslovaquie est terminé. Seule reste la Roumanie. Monstrueuse anomalie de l'histoire où le communisme a engendré puis protégé un dictateur de la pire espèce, Nicolae Ceausescu. Lui, sa femme, ses frères, son fils et ses proches vampirisent depuis 24 ans un pouvoir que le génie des Carpates utilise pour assouvir sa soif de puissance et sa folie mégalomane. Ici, la révolte ne peut se faire que dans le sang. Timișoara, 15 décembre, pour la première fois depuis les émeutes de Brașov en 87, les Roumains osent braver le régime et descendent dans la rue. Réaction immédiate, le 16 décembre, la Securitate, la police secrète, tire sur la foule, bilan des milliers de morts. Pour les Roumains, c'est d'abord le choc, puis la révolte. Cette révolte étouffée durant des années par l'oppression, par l'omniprésence de la Securitate, par l'endoctrinement systématique. Cette fois, la peur du régime ne suffit plus à empêcher la colère. Partout, les mots d'ordre de grève circulent. À son tour, la Roumanie s'embrase. Le jeudi 21, tout bascule. Réunis par les services de propagande, les milliers de Roumains censés acclamer le discours de Ceausescu à la nation se mettent soudain à le siffler, à le huer. Le pire affront jamais subi par le dictateur. Pour la deuxième fois en 5 jours, il donne alors l'ordre criminel de tirer sur la foule. Le régime de Ceausescu est à l'agonie. Vendredi 22 décembre, l'armée change de camp. Ceausescu s'enfuit, le Conseil de salut national prend le pouvoir. Les Roumains fêtent la victoire, trop tôt, beaucoup trop tôt. Le tyran n'est plus là, mais la Securitate, elle, est toujours active. À la nuit, les agents de Ceausescu surgissent et tirent aveuglément, impitoyablement. Panique, puis riposte de l'armée, le combat s'engage sans merci. Jean-Louis Calderon, grand reporter de la 5, sera entraîné, comme beaucoup d'autres, dans la tourmente qui va secouer le pays pendant plus de 3 jours. Un à un, l'armée mal entraînée, mal équipée doit neutraliser les agents redoutablement armés de la Securitate. Enfin, le 25 décembre, la télévision annonce que Nicola et Elena Ceausescu ont été arrêtés, jugés et exécutés. L'image du dictateur mort, diffusée le 26, semble mettre un point final à une tragédie de 24 ans. Sans doute une illusion, car le pays est exsangue, au bord de la guerre civile, économiquement sinistré, intellectuellement décapité. À l'Est, l'avenir du peuple roumain aujourd'hui est des plus sombres. Mais en 1990, la Roumanie a au moins retrouvé un droit que Ceausescu lui avait volé depuis 24 ans, celui de croire en l'avenir. Dernier clin d'œil de l'histoire, il y a 3 jours en Tchécoslovaquie. Václav Havel, le dramaturge, Havel, le dissident. Havel, qui, souvenez-vous, a été condamné et emprisonné en février. Václav Havel est élu président de la République par le Parlement dorénavant dirigé par Alexandre Dubček, l'homme du printemps de Prague. Mikhaïl Gorbatchev est certes l'homme de l'année. Sans lui, aucun de ces événements historiques n'aurait pu arriver. Il a décidé de changer l'Europe, de terminer la guerre froide, de redonner au peuple leur liberté. Mission difficile, très difficile. Aujourd'hui, Gorbatchev est au cœur du tourbillon qu'il a lui-même suscité. Évolution de l'Europe, agitation nationaliste, casse-tête économique, jamais, à l'extérieur comme à l'intérieur, il n'est apparu aussi menacé. Gorbatchev va-t-il réussir à surmonter toute difficulté? Une chose est sûre,
Pour le numéro 1 soviétique, 1990 sera l'épreuve de vérité. Un enfant s'est placé devant le char de l'armée chinoise, l'armée du peuple. Le char n'avance pas, il tente de contourner l'enfant. L'enfant s'enhardit, il monte sur le char, frappe à la tourelle, mais personne n'ouvrira. L'histoire du printemps de Pékin. Le printemps de Pékin a commencé en avril. Hu Yaobang est mort, il était l'ancien secrétaire général du Parti communiste chinois. Limogé en 87 parce que trop réformiste. À ses funérailles, tout le parti est là. Et dans la rue, déjà, sur la place Tiananmen, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées pour demander la réhabilitation de Hu Yaobang et une politique de réforme. Mais le pouvoir se tait. Une semaine plus tard, le 27 avril, ils ne sont plus 150, mais plusieurs dizaines de milliers qui se rassemblent. Rassemblement interdit sur la grande place de Pékin, c'est le premier défi du peuple à ses dirigeants. Ils seront jusqu'à 500 000 à manifester. Jamais depuis la révolution culturelle de Mao Tse-tung, ils n'avaient été aussi nombreux. La bousculade reste bon enfant, les militaires sont sans armes. Au début du mois de mai, le mouvement semble s'être essoufflé. Et puis le 15 mai arrive en grande pompe à Pékin Mikhaïl Gorbatchev et sa femme Raïssa. Un sommet sino-soviétique historique, une ébauche de rapprochement entre les deux pays. Pour les étudiants, le symbole est trouvé. Gorbatchev, c'est la perestroïka, la politique de réforme qu'ils réclament, eux, dans leur propre pays. Le mouvement de contestation reprend vie. Jamais le programme de la visite de Gorbatchev ne sera respecté. 3000 jeunes entament une grève de la faim. 3000 jeunes plus que jamais déterminés, soutenus maintenant par plus d'1 million de personnes. Face au défi de la rue, Li Peng, le Premier ministre, et Zhao Ziyang, numéro 1 du parti, tentent d'abord de dialoguer. Ils promettent des réformes si le mouvement est interrompu. Échec sur toute la ligne. Assez discuté, à minuit ce 19 mai 89, la loi martiale est imposée. Zhao Ziyang a voté contre, il est immédiatement écarté. C'est Li Peng qui va mener la répression et elle sera implacable. Le 29 mai, les étudiants des Beaux-Arts amènent sur Tiananmen une statue de la liberté en carton-pâte qui vient défier le portrait de Mao. Le 4 juin au soir, les chars interviennent. La boucherie, tous les témoignages sont terrifiants. Le 27e corps d'armée a l'ordre de faire régner l'ordre d'éliminer les dangereux contre-révolutionnaires. Les chars qui écrasent la foule, les balles qui fauchent, les femmes, les enfants qui tombent. La répression féroce, brutale, a surpris tout le monde. Les autorités parleront de 300 morts, des sources médicales en annoncent 1400, les services secrets américains plus de 3000. Au matin du 5 juin, le nettoyage continue. Cette fois, l'élan populaire est brisé, la peur est à nouveau présente. Tous les quartiers du centre sont implacablement balayés, les fuyards sont poursuivis et abattus. Dans les jours qui suivent, ce sont les ambassades étrangères qui seront visées. Des dissidents s'y sont réfugiés, l'armée fait le siège, les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter le pays. Ils promettent de ne plus vendre une seule arme à la Chine. La communauté européenne, elle, gèle ses relations économiques avec Pékin. Des rumeurs de combat entre différentes factions de l'armée circulent, mais la normalisation est en marche. Le 8 juin, Li Peng, dont on commençait à se demander s'il n'était pas mort, réapparaît. Il vient féliciter les troupes pour le travail accompli. Deng Xiaoping, qui avait lui-même poussé Hu Yaobang et Zhao Ziyang sur la voie des réformes, Deng Xiaoping a fait demi-tour. Quelques mois plus tard, à 84 ans, il abandonnera toutes ses responsabilités, même si certains considèrent qu'il reste en coulisses l'homme fort du régime. Dans les semaines qui suivent, le printemps de Pékin, la chasse aux opposants est ouverte. Des numéros de téléphone sont diffusés à la télévision pour encourager la délation. Si votre frère a manifesté, dénoncez-le, le parti vous en sera reconnaissant. Arrestations, procès et exécutions sommaires, la spirale de la répression n'en finit plus. Le printemps de Pékin est bel et bien mort, en Chine comme sur la scène internationale. Il y a quelques jours, 7 mois après la boucherie, la France signait un contrat économique avec la Chine pour la construction d'une usine Citroën. Le premier contrat signé par un pays occidental depuis Tiananmen. Une nouvelle fois, la terre meurtrie du Liban est labourée par les bombes. 14 mars, le général chrétien Michel Aoun engage, selon ses propres termes, la guerre de libération contre l'occupant syrien.
Durant des jours, des semaines, des mois, le canon va tonner dans le ciel de Beyrouth. La situation est intenable, beaucoup de civils préfèrent partir. Pour ceux qui restent, c'est l'horreur. Aveugles, les obus tombent sur les deux Beyrouth, l'ouest musulman et l'est chrétien. Chaque jour, la liste des victimes s'allonge. Au total, plus de 1000 morts et 6000 blessés. La France décide d'agir. En avril, Bernard Kouchner, secrétaire d'État aux droits de l'homme, embarque sur la Rance pour aller secourir les blessés. Mission généreuse, mais presque impossible. Seules quelques dizaines de Libanais seront sauvés. Après 15 années de guerre, Beyrouth continue de se consumer au feu de la folie des hommes. Une première fois en juillet, la Ligue arabe tente de trouver une solution. En vain, la Syrie ne veut rien entendre, les combats se poursuivent. Inquiète pour la survie même des chrétiens, la France intervient alors une nouvelle fois au mois d'août en envoyant une force aéronavale au large du Liban. Enfin, au mois de septembre, sous la pression internationale, le triumvirat désigné par la Ligue arabe, l'Algérie, le Maroc et l'Arabie saoudite, reprend ses négociations et réussit péniblement à imposer un fragile cessez-le-feu le 23 septembre. Un mois plus tard, à Taïf, les députés libanais survivants, la dernière élection date de 72, approuvent un document d'entente nationale proposé par la Ligue arabe. Et le 5 novembre, ils élisent un nouveau président, René Moawad. L'État libanais est-il en train de renaître? Pour le général Aoun, la réponse est non. Les accords de Taïf ne prévoient pas le retrait syrien, donc ils ne sont pas acceptables. Le 22 novembre, après 17 jours de mandat, le président Moawad est tué au cours d'un attentat à la voiture piégée. La paix pulvérisée. Pour éviter une nouvelle spirale de la violence, un nouveau président, Elias Raoui, est aussitôt réélu le 25 novembre. Mais rien n'est véritablement réglé. Le pays est toujours occupé par les Israéliens et les Syriens, et le général Aoun, ainsi que ses supporters chrétiens maronites, bien que de plus en plus isolés, refusent toujours de se rallier au nouveau pouvoir. Le Liban entame une nouvelle année avec une paix précaire et l'espoir jamais oublié de voir enfin l'issue d'une guerre sans fin. Étaient-ils réellement sataniques ces versets? En tout cas, ils ont transformé la vie de l'auteur, Salman Rushdie, en enfer. 4 mois après la parution de l'ouvrage en Angleterre, et alors que des manifestations de plus en plus violentes secouent le monde musulman, l'ayatollah Khomeini demande à ses fidèles d'exécuter carrément Rushdie pour crime blasphématoire. Nous sommes le 14 février et les relations entre l'Occident et l'Iran, qui s'étaient légèrement améliorées, se détériorent à nouveau. Le 20 février, les ambassadeurs des 12 pays de la communauté sont rappelés dans leur capitale pour consultation. Et début mars, la Grande-Bretagne rompt carrément ses relations diplomatiques avec l'Iran. Rushdie est condamné à vivre caché sous la protection de Scotland Yard, et ce, pour le restant de ses jours, car les ordres de Khomeini sont immortels. Lui ne l'est pas, l'imam révolutionnaire disparaît le 3 juin après avoir, durant 10 ans, guidé spirituellement la révolution islamique. Les obsèques sont à l'image du personnage, fanatiques, elles feront des dizaines de morts. 2 mois plus tard, le 28 juillet, les Iraniens élisent un nouveau président, l'ayatollah Rafsanjani. On le dit pragmatique et modéré, bref, fréquentable. Du coup, les relations avec l'Occident et la France en particulier se rétablissent. Mais elles restent difficiles, très difficiles. L'affaire Nakache empêche un véritable dialogue. Anis Nakache, souvenez-vous, Libanais pro-iranien, arrêté à Paris après l'attentat raté contre Chapour Bakar en 80. Anis Nakache qui a été condamné à la prison à perpétuité en 1982. La France a-t-elle promis sa libération en échange de celle de nos otages au Liban l'année dernière? C'est ce qu'affirment en tout cas les durs du régime de Téhéran. Derrière Rafsanjani, l'intolérance est toujours là, l'intolérance et le terrorisme. Qui a fait exploser le DC-10 du TA en plein Ténéré? Qui menace la France d'attentats en cette fin d'année? 11 ans après la Révolution, l'Iran flirte toujours avec le fanatisme. Historique, 89 le fut incontestablement en Afrique du Sud. L'année du changement, l'année où pour la première fois depuis l'instauration de l'apartheid en 1949, les Noirs et les Blancs ont pu de nouveau habiter légalement les mêmes quartiers. Lentement, trop lentement, les barrières de la honte s'effacent. Ici, les Noirs pourront dorénavant partager la plage des Blancs. Là, ce sont les autobus, les piscines, les centres de loisirs dont l'accès est ouvert à tous.
Le nouveau président sud-africain, Frédéric de Klerk, affiche son souhait de mettre fin à la domination blanche. Et en octobre, il libère 8 nationalistes noirs, dont Walter Sisulu, l'ancien bras droit de Mandela, emprisonné depuis 25 ans. L'Afrique du Sud avance, mais la route sera longue. Mandela est toujours en résidence surveillée et lors des élections législatives du 6 septembre, les Blancs étaient toujours les seuls à voter. L'Afrique du Sud avec une seule race, la race humaine, n'est pas encore une réalité, mais elle est déjà un espoir enfin accessible pour la majorité noire. Barco contre les narcos. Le 18 août, le président colombien déclare la guerre aux producteurs et aux trafiquants de cocaïne. En quelques heures, police et armée investissent plusieurs bases du cartel de Medellín. Bilan 10 777 arrestations, 4000 tonnes de pâtes de coca saisies, plus tout le reste. Avions, hélicoptères, yachts, voitures, palaces, zoos. Un véritable empire construit par les narcotrafiquants depuis des années. Leur riposte est immédiate, leur guerre contre les autorités sera totale. Dans les deux camps, des moyens considérables. George Bush, qui annonce début septembre son plan anti-drogue lesté de 9 millions de dollars, décide d'aider les Colombiens. Les gros avions C-130 déchargent des tonnes de matériel à l'aéroport de Bogota. Mais les trafiquants sont puissants. À coups de meurtres et d'attentats, ils font régner la terreur. Le 22 septembre, ils marquent un point. Monica de Greff, menacée de mort, démissionne de son poste de ministre de la Justice. Couvre-feu, état d'urgence, la Colombie s'embrase, mais les narcos ne plient pas. Au contraire. Coup sur coup, le 28 novembre et le 6 décembre, ils font exploser un 727 d'Avianca avec 107 personnes à bord et ils font sauter le siège de la police à Bogota à l'aide d'un camion piégé avec 500 kilos de dynamite. Bilan, 62 morts. Seul point marqué par les autorités en cette fin d'année, le 15 décembre, José Rodríguez Gacha, dit le Mexicain, considéré comme l'un des maîtres du cartel de Medellín avec Pablo Escobar, Gacha tombe. Son fils, qui travaille pour lui, a été filé par la police. Embuscade et polémique, Gacha est mort, tué par la police selon les uns, suicidé selon les autres, lui qui avait toujours dit qu'il préférerait mourir plutôt que d'être extradé puis jugé aux États-Unis. Certes, pour les narcos, la Colombie n'est plus un paradis, mais pour le peuple colombien, la vie est devenue un enfer, la guerre continue. Prochaine étape le 15 février, sommet antidrogue à Bogota avec en principe, en personne et sous très haute surveillance, le président américain George Bush. Les Américains vont frapper un dernier coup sur la scène internationale de la lutte antidrogue. À partir du 21 décembre et en une semaine, 23 000 soldats américains débarquent au Panama. Objectif, mettre un terme aux agissements de Manuel Antonio Noriega, homme fort du régime, accusé de trafic de drogue par les États-Unis. C'est la plus grosse opération militaire américaine depuis la guerre du Vietnam. Partout, dans les rues de la capitale, les Américains traquent l'ennemi. Le prix de la capture de Faz d'Ananas et le surnom de Noriega est élevé. De prise d'otages en fusillade, on relève des dizaines de victimes civiles et militaires. Dès les premières heures de l'intervention, les Américains mettent en place un nouveau président, Guillermo Endara, l'homme qui quelques mois auparavant avait été démocratiquement élu par le peuple panaméen. Alors que les États-Unis semblent s'enliser dans une guerre de rue et que l'opinion publique internationale condamne officiellement à quelques exceptions près cette ingérence américaine, Noriega réapparaît, réfugié dans les locaux de la Nonciature apostolique, l'ambassade du Vatican au Panama. L'ex numéro 1 y passe Noël, attendant dans une ambassade assiégée par une escouade de chars américains qu'un pays accepte de lui donner asile. SOS, planète en danger. La couche d'ozone est mitée, la Terre commence à se réchauffer partout. L'atmosphère, les rivières et la mer sont de plus en plus polluées. Et le 24 mars, l'Exxon Valdez vient noircir encore un peu plus la situation en déversant dans les eaux glacées de l'Alaska quelques 42 000 tonnes de pétrole brut. Alors bien sûr, les grands de ce monde sont inquiets. Entre eux, ils discutent beaucoup du sujet, ils prennent même quelques décisions comme celle de contrôler l'exportation de déchets dangereux vers les pays pauvres, principalement l'Afrique. Attention, il s'agit seulement de contrôler, surtout pas d'interdire. On reparle également de normes anti-pollution plus sévères pour les voitures, de sauvegarde du continent antarctique que Michel Rocard voudrait voir transformé en réserve naturelle. Et puis, on découvre avec horreur que l'ensemble des pays de l'Est connaît une pollution
révolution sans bornes et dont les ravages sont déjà considérables. Selon le dicton populaire, il faut réfléchir avant d'agir. En 89, nous étions au cœur de la réflexion. Il serait urgent, en 90, de passer au feu de l'action. Affaire Péchinet, suite sans fin. Des actions achetées 10 $ et revendues 56 $. L'affaire Péchinet secoue les milieux politiques. Sur la sellette, Max Terret, ancien président de la FNAC, et Roger Patrice Pelat, homme d'affaires mais également ami de François Mitterrand. Respectivement, ils auraient acheté 32 000 et 10 000 actions de la société américaine Triangle au moment où celle-ci vendait sa filiale American Can à Péchinet. Alors, étaient-ils initiés? Ont-ils eu accès, dans les allées du pouvoir, à des indiscrétions leur permettant de réaliser une juteuse opération boursière? En tout cas, Alain Boudil, le directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, soupçonné d'être à l'origine des fuites, doit démissionner le 20 janvier. Le 31, la commission des opérations en bourse, la COB, publie son rapport d'enquête. Oui, il y a eu des lits d'initiés à partir de la France. L'affaire devient alors judiciaire. Le 16 février, Max Terret, Roger Patrice Pelat et 4 autres personnes sont inculpées de recel de délit d'initié. Patrice Pelat n'aura pas le temps de se défendre. Il décède d'une crise cardiaque le 7 mars à Paris. L'enquête, aujourd'hui, se poursuit. En France, les élections ne riment plus avec passion. Après les présidentielles, les législatives, les cantonales, lorsqu'arrive le temps des municipales, eh bien, l'électeur préfère à la campagne électorale la campagne tout court. D'ailleurs, se mettre au vert est devenu à la mode. La preuve, les écologistes profitent de l'occasion pour faire leur entrée au sein de nombreux conseils municipaux. Pour nous, tout commence. À droite aussi, on parle jardinage avec l'arrivée des rénovateurs. Noirs, Seguin, Carignon et les autres, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont des idées. Enfin, surtout une, réunir toutes les branches de l'opposition dans un tronc commun pour les européennes et éventuellement éliminer quelques vieux chênes du paysage politique. Bref, leur message est clair, place aux jeunes et le 9 avril, Dominique Baudis demande carrément à Valéry Giscard d'Estaing de passer le flambeau. Ayez ce geste de générosité, de désintéressement, ce geste porteur d'avenir que le pays attend de vous. Seulement voilà, l'ancien président qui mène la liste RPR-UDF aux élections européennes n'a pas l'intention, mais alors pas du tout l'intention de céder et chasse de ses plates-bandes électorales les jeunes pousses de la rénovation. Giscard sera d'ailleurs le grand vainqueur des européennes avec les Verts qui confirmeront leur poussée. Échec en revanche pour Simone Veil qui dirigeait, elle, la liste centriste. Quant aux rénovateurs de la droite, eh bien, ils ne désespèrent pas de rénover et rêvent toujours d'un grand mouvement d'opposition. Mais du rêve à la réalité, la route, cependant, risque pour eux d'être très longue. L'année politique se termine dans l'ombre voilée du foulard islamique. L'affaire, ou ce qui va le devenir, éclate le 4 octobre à Creil. 2 petites Marocaines, âgées de 13 et 14 ans, refusent de retirer leur foulard durant les cours. De cet incident, somme toute mineur, va naître un véritable débat qui en quelques semaines bouleverse complètement le paysage politique français. On retrouve à gauche des gens de droite pour défendre le droit de porter le foulard, alors que des gens de gauche s'unissent à la droite pour en interdire le port à l'école. Allez vous y retrouver. Sur ce dossier devenu explosif, le gouvernement hésite un temps, et puis Lionel Jospin finalement saisit le Conseil d'État. Mais du problème de la laïcité à l'école, on dérape rapidement sur un autre problème, celui de l'immigration et de l'intégration. Les groupuscules intégristes musulmans inquiètent et contribuent à réveiller le racisme et la xénophobie. L'immigration devient le dossier numéro 1 à la plus grande joie du Front National, qui réalise un score sans précédent aux législatives partielles de Dreux. Marie-France Stirbois est élue avec 61% des voix. Cette fois, le gouvernement réagit et s'attaque de front au dossier immigration. Après Michel Rocard, qui annonce que la France ne peut accueillir toutes les misères du monde, François Mitterrand déclare carrément la guerre aux clandestins lors de son intervention télévisée du 10 décembre. Le clandestin, il doit être renvoyé chez lui. Mais il doit être renvoyé dans les conditions du droit. L'effet foulard, paradoxalement, a levé le voile sur le dossier immigration.
Quant à Leïla et Fatima, les deux petites Marocaines de Creil, eh bien, elles ont finalement accepté d'assister au cours sans foulard et sans commentaire. Aujourd'hui, personne ne sait pourquoi. Après 2 mois de polémique, elles et leurs parents ont brutalement changé d'avis. Peugeot dérape. Le groupe français, qui emploie 57 000 salariés, a certes renoué avec les bénéfices, mais pas avec la générosité salariale. Moins de 5 000 francs par mois, le salaire frôle la misère. À la rentrée, le moteur ouvrier de l'entreprise casse. Le 5 septembre, la grève éclate à Peugeot Mulhouse. Première discussion, première impasse, le 13 usine de Sochaux débraye à son tour. Le ton monte, Jacques Calvé, PDG du groupe, refuse de négocier. Pour lui, malgré les bénéfices, la rigueur est toujours de mise pour assurer l'avenir. Les grévistes entament le bras de fer, ils occupent alors la forge de Mulhouse et paralysent une partie de la production. Nous sommes le 25 septembre. Le 26, le Canard enchaîné révèle que les revenus de Jacques Calvé ont progressé, eux, de 46% en 3 ans. Le conflit devient politique et polémique et coupe la France en deux. Il y a dorénavant les pros et les anti-Calvé. Le PDG essaie de faire front, mais le 2 octobre, il est contraint d'ouvrir des discussions avec les grévistes. En 1 mois, Peugeot a perdu 35 000 voitures. Mais le dialogue ne débouche sur aucun résultat. Finalement, le gouvernement s'en mêle et nomme un conciliateur, Francis Blanchard. De nouveau, les discussions s'engagent avec les grévistes et cette fois, un accord est signé le 27 octobre, après 7 semaines de grève. Demi-succès ou demi-échec, seuls les salaires les plus bas sont revalorisés, les autres doivent se contenter d'une augmentation de la prime d'intéressement. Peugeot redémarre, la 605 est sauvée, mais l'image de marque est altérée. La grève concrétise l'échec total d'une politique sociale. Les ouvriers espèrent que Jacques Calvé saura au moins en tirer les conséquences. Bonsoir, Paris. Il y a de la joie. Bonjour. 89, l'année des anniversaires. La Tour Eiffel a 100 ans et la Révolution, elle, a 2 siècles. La vieille dame de métal laisse exploser sa joie. C'était en juin et Paris envoie de toutes les couleurs. Marianne, la vieille demoiselle révolutionnaire, elle célèbre son bicentenaire. C'était en juillet et Paris est à l'honneur. Du monde entier, ils sont venus, 33 chefs d'État et de gouvernement, pour célébrer la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme. La France rayonne, un instant, elle est le cœur du monde. Tous les grands sont là, on profite même de l'occasion pour réunir les 7 nations les plus puissantes au cœur d'un sommet organisé dans la nouvelle Arche de la Défense. Et puis, il y a le moment fort, le soir du 14 juillet sur les Champs-Élysées, le défilé de Jean-Paul Goude. Millions de spectateurs, 13 millions de téléspectateurs, des centaines de figurants pour un défilé unique, bruyant et brillant. Hommage du XXe siècle à la Révolution des XVIIIe. Que Dieu bénisse tout le monde, surtout ceux qui vivent en Chine. Le 11 juin, un joueur de tennis américain de 17 ans remporte les internationaux de France à Roland-Garros. Michael Chang fascine par sa concentration, irrite par son arrogance, mais il gagne. Une incroyable victoire sur Ivan Lendl, une victoire au moral. La légende Chang est en marche, il est rapide, il croit en Dieu et déborde de confiance en lui-même. Confiant aussi, américain aussi, Greg LeMond. Plombé il y a 2 ans au cours d'une partie de chasse, Greg LeMond remporte en juillet sur les Champs-Élysées un des plus fabuleux Tours de France de ces dernières années. 58 secondes reprises à Laurent Fignon dans la dernière étape, 132 malheureux mètres d'avance après 3225 km de course. LeMond, un goût amer pour les cyclistes du monde entier, Tour de France et Championnat du monde la même année. Sans doute la française de l'année, Jeannie Longo, accumule les succès. Le Tour de France, des titres mondiaux et puis au Mexique, 46 km, 352 mètres en 1 heure. N'en déplaise au miso, c'est mieux que Coppi et mieux que Jacques Anquetil. Le sport sur tapis vert enfin, la Formule 1 en sur-régime de concurrence finit par débloquer le 22 octobre au Japon
Le Brésilien Ayrton Senna doit gagner s'il veut conserver son titre de champion du monde. Mais c'est Cocorico Prost qui est devant. Les pneus et le sang de Senna ne font qu'un tour. Tous les deux se retrouvent dans le décor. Senna repart, sera disqualifié. La Formule 1 se ridiculise et Alain Prost triomphe. L'ambiance chez McLaren a été tout sauf agréable. C'est chez Ferrari qu'Alain Prost courra la saison prochaine.